poursuivons cette discussion de marché sur le plan des marchés, justement, avec Michael Nizar, qui est à mes côtés en plateau. Michael, bonjour. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. On va retrouver les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management toutes les 2 semaines, le mercredi à 12h30. Vous êtes le directeur des investissements multi-actifs d'Edram. Je voulais qu'on commence avec la Chine. Je crois que c'est le vrai gros sujet de la rentrée. Sur le plan des marchés, les marchés chinois ont quand même vécu des séquences assez mouvementées, puisqu'on a des baisses du pic au creux pour certains grands indices chinois de 20% et plus. La partie tech même a corrigé encore plus lourdement. On a des baisses de 50% parfois sur des grandes valeurs technologiques ou des sous-indices technologiques sur le marché chinois. Quand vous regardez ça du point de vue des marchés, de l'investisseur que vous êtes, Michael, est-ce que les prix atteints justement en Chine sont déjà suffisants pour autoriser peut-être une attitude un peu opportuniste, ou est-ce que non, la prime de risque n'est pas encore suffisante, comme on dit? Effectivement, c'est la question de la rentrée, à savoir qu'est-ce que va nous donner comme information le modèle chinois, et est-ce que nous ne sommes pas dans un changement de régime sur le modèle chinois. Vous parliez tout à l'heure de reprogrammation. En tout cas, ça crée une prime de risque qui s'est constituée sur le marché, liée notamment en fait à la perte de visibilité, qui est liée finalement tout simplement au fait qu'il y a une vraie inflexion plus qu'une inflexion, il y a vraiment des velléités très fortes au niveau politique, et on voit que cette prime de risque, elle s'est faite effectivement sur le marché chinois versus les marchés émergents ou le MSCI Monde, notamment sur les 3 derniers mois, le marché chinois perd 22% en nette sous-performance par rapport au marché émergent. Mais en fait, cette prime de risque, on la retrouve aussi sur les actions chinoises cotées à Hong Kong versus les actions chinoises cotées sur le marché chinois continental. Les A-shares, comme on dit. Les A-shares, exactement. Et donc, en fait, si on revient sur les décisions politiques qui ont été prises justement au 100e congrès donc, du Parti communiste chinois en juillet, on voit effectivement qu'il y a 3 objectifs qui sont éminemment politiques. Le premier, on parle de common prosperity, c'est qu'effectivement, ils veulent assurer donc une prospérité de la classe moyenne. Deuxième point, et c'est assez courageux, ils veulent lutter, réduire les positions dominantes des grands groupes. On pense tout de suite à Tencent, Alibaba. Et puis, troisième point, lié plutôt à la stabilité financière, ils veulent lutter contre les bulles. Notamment, on pense tout de suite au secteur immobilier, avec notamment Evergrande qui a défrayé la chronique, qui a un excès de crédit, qui a eu tendance plutôt à se réduire sur les 5 dernières années, mais on est encore sur des rythmes de croissance assez élevé, de plus de 10%. Evergrande, qui est un des plus gros promoteurs immobiliers chinois, qui nous indiquait hier qu'il aurait peut-être du mal à repayer tous ces engagements financiers à l'avenir. Là. Exactement. Et donc, en fait, aujourd'hui, les secteurs qui sont ciblés par ce durcissement de la réglementation, c'est bien sûr, on commence par l'immobilier, mais on voit aussi qu'il y a le secteur technologique, le secteur de l'éducation, et puis le secteur du gaming. Il donne aujourd'hui des directives très claires sur le nombre d'heures d'utilisation de jeux vidéo, jusqu'à 3 heures. Donc, bon, et puis on va même vers les spiritueux, c'est-à-dire qu'on va toucher aussi le côté ostentatoire de certaines franges de la population chinoise qui doivent justement aller vers un peu plus de tempérance et de modération. J'ai envie de dire, en fait, il y a des mesures qui peuvent paraître effectivement arbitraires, très politique. On le voit dans l'éducation au mois de juillet. On a vu des titres comme Tal baisser de 90% parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on a vu les autorités chinoises dire ce secteur n'aura plus de but lucratif. Non. Ouais. Donc, l'éducation privée doit se faire par des organisations non-profit organizations. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, ça questionne aussi le véhicule même, le VIE, donc Variable Interest Entity, qui est finalement le véhicule prisé par les investisseurs étrangers et qui aujourd'hui, du coup, ils ont dû reconstituer de la prime de risque par rapport à ces décisions. Donc, il y a effectivement, je le disais, il y a des décisions qui peuvent paraître arbitraires, politiques, et d'autres qui peuvent s'approcher quand même et s'inspirer des pratiques les plus courageuses en matière de politique antitrust, politique en faveur de données personnelles plus réglementées, donc les RGPD. Donc, en fait, ce qui étonne aujourd'hui, et pourquoi on en est là sur le marché chinois, c'est qu'effectivement, il y a une résurgence finalement de la planification et du politique. Mais ce qui étonne encore plus, c'est le rythme
et la manière dont les annonces sont ensuite mises en place. Comment vous expliquez que... Parce que effectivement, moi, c'est ce qui me frappe. Le sujet chinois est pas nouveau. On a déjà eu des épisodes un peu de fine-tuning. Il ne serait-ce qu'un an en arrière, Ant Financial, Alibaba, Jack Ma, tout ça avait déjà, comme vous dites, défrayé la chronique. Mais comment vous expliquez l'accélération et l'intensification de cette reprogrammation ? Tout simplement parce qu'en fait, on savait bien que effectivement, c'était une économie qui était quand même planifiée, mais qui allait quand même vers une économie de marché, en tout cas qui était. Et donc, il y a tout ce qui n'est pas bien connu, bien modélisé par les marchés. Tout de suite, on commence à toucher directement la confiance de l'investisseur. Et là, je parlais tout à l'heure des VIE. Donc, effectivement, ça touche directement la notion de profit qu'on peut faire sur le marché chinois pour un Américain, un Européen. Mais malgré tout, j'ai envie de dire qu'en fait, aujourd'hui, le marché nous pousse à avoir une vision très binaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va détruire de la croissance potentielle par ces nationalisations qui sont vraiment rampantes, cette mise sous contrôle de la société, ou allons-nous plutôt vers une stabilité, voire même une croissance un peu plus vertueuse. Il est trop tôt, je pense, pour aujourd'hui décider du chemin que va prendre l'économie chinoise. Et je pense qu'en fait, il faut plutôt être nuancé dans nos allocations aussi, c'est-à-dire avoir une neutralité, c'est-à-dire rester quand même investi sur le marché chinois. Sur le marché chinois, là. Non, je ne pense pas. Alors, nous étions surpondérés, on a plutôt réduit nos pondérations à neutre, en attendant d'avoir un peu plus de visibilité, mais on reste quand même investi sur le marché chinois pour 3 raisons. Premièrement, c'est qu'en fait, il faut bien regarder ce que fait la Chine aujourd'hui dans le contexte macroéconomique et de liquidité. Aujourd'hui, Xi et son parti se permettent de pouvoir durcir la réglementation parce qu'autour de la Chine, il y a un excédent de liquidité qui est très important. En Europe, aux États-Unis, politique budgétaire, politique monétaire, et donc ils peuvent se permettre d'avoir effectivement cet assainissement qui fait mal, effectivement qui fera mal pour le deuxième semestre sur l'économie chinoise, mais malgré tout, qui va permettre ensuite de reconstruire aussi une base politique qui a peut-être été un petit peu fragilisée. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ça permettra, alors c'est la deuxième raison, il faut faire attention entre le court terme et le moyen terme. Il nous semble aujourd'hui que ce qu'est en train de faire Xi dans cette politique de durcissement de la réglementation permettra dans un an, en termes de réélection, donc de pouvoir asseoir un petit peu plus son autorité, de montrer qu'effectivement, avec les effets de base, qui sont très importants, que l'économie chinoise va beaucoup mieux, que l'assainissement a été vertueux. Et donc, pour cette raison aussi, je pense que peut-être que dans 1 an, 3 ans, on verra effectivement des améliorations. Les fruits de cette reprogrammation sociale. Voilà. Et puis, troisièmement, les intentions. Les intentions aujourd'hui de la Chine ne sont pas... c'est pas monolithique. Il y a effectivement une volonté d'ouverture et une volonté aussi de pouvoir coordonner et stabiliser finalement son marché. Je prendrai l'exemple de la décision de mettre en place en fait des produits dérivés, donc à partir du 18 octobre, qui donnera accès au marché chinois pour les investisseurs étrangers. Et puis un deuxième exemple pour montrer que les intentions chinoises sont quand même à nuancer, c'est qu'en fait ils sont en train de mettre en place, donc l'autorité de régulation chinoise est en train de se mettre en contact avec les homologues américains pour mettre en place un système d'audit des comptes qui permettront effectivement de pouvoir satisfaire les contraintes à la fois chinoises et américaines quand il s'agit de sociétés chinoises basées et listées sur le marché américain. Donc la Chine continue d'envoyer des signaux vis-à-vis de la communauté internationale des investisseurs pour leur dire on veut rester suffisamment ouvert, suffisamment business-friendly pour vous. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un exemple flagrant, c'est que normalement, il y a 3-4 ans, on aurait pu voir une instabilité du change. Aujourd'hui, le yuan, le renminbi coté à Hong Kong ou le renminbi coté sur le marché chinois à Pékin, on voit clairement qu'il y a une stabilité mais parfaite qui est saisissante. En plus, il s'est apprécié sur les 6-7 derniers mois et en fait, on ne voit pas de déconnexion entre le yuan coté à Hong Kong et le yuan coté sur le marché chinois continental. Ça veut bien dire que malgré tout, il y a une recherche de stabilité dans cet assainissement. Et que les investisseurs, sur du moyen long terme, ne voient pas forcément ça d'un mauvais œil.
Tout à fait. En tout cas, non, mais chez Edmond de Rothschild Asset Management, on ne souhaite pas passer négatif sur le marché chinois. Premièrement, parce qu'il y a une décote qui s'est faite à la fois sur le marché hongkongais, et puis aussi, quand on regarde la croissance des bénéficiaires des entreprises chinoises, premièrement, il y a eu un très bon cru en 2020. C'est peut-être l'une des seules régions où il y a eu des bénéfices par action en positif à 2 chiffres. Et puis, nous avons sur 2021 et 2022 encore une croissance qui est de l'ordre de 15%, qui est attendue. Donc, je pense qu'il faut rester nuancé et pas du tout rentrer dans une approche binaire, parce qu'il est peut-être un petit peu trop tôt, et surtout rester encore investi sur le marché chinois. Gros sujet de la rentrée. Alors, ça nous laisse un peu moins de temps pour parler des banques centrales, mais je voulais quand même que vous nous donniez votre sentiment sur ce que j'appelle le changement de régime ou les changements de régime. On sent que le policy mix est un peu questionné ici et là, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Est-ce qu'il faut continuer d'en faire autant, ou est-ce que c'est le moment de réduire un peu la voilure? On voit bien que les banques centrales, de toute façon, resteront, quoi qu'il arrive, en soutien des économies, mais peut-être de manière un peu moins intensive. Et puis, l'économie qui passe les pics. C'était le grand thème de l'été, notamment pour l'économie américaine. Derrière le pic, c'est aussi l'idée qu'on a un changement de rythme des économies, une modération de la croissance ici et là. Comment est-ce que le marché apprécie cet environnement ou cette nouvelle phase, on va dire, Michael? Alors, c'est vrai que ces questions, Grégoire, occupent beaucoup nos pensées. Chaque semaine, tout dernièrement, à notre comité d'allocation d'actifs, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas réduire la voilure et passer sous-pondéré sur les marchés actions au global. On pense que c'est trop tôt. Alors, je reviendrai sur les raisons, mais on pense qu'on s'approche effectivement du point où en fait on va vers un changement de régime, au moins pour 3 raisons. Mais c'est encore trop tôt pour dépondérer les portefeuilles. Première raison qui nous amène à penser qu'on va quand même vers un changement de régime, et donc il faut continuer à rester vigilant. Premier point, c'est le cadre monétaire. Il est en train de changer. On va avoir un taper, mais sans tantrum. Pour 2021 en tout cas. Ensuite, 2022, la question d'un risque d'erreur de politique monétaire pourra se reposer, mais en tout cas, on pense que M. Powell a très bien préparé les marchés. On l'a vu dans le dernier symposium. Il a vraiment fait un exercice de synthèse en balançant vraiment son discours pour satisfaire les faucons comme Carls, comme Bostic par exemple, et d'un autre côté, de pouvoir aussi satisfaire justement les plus doves, les plus colombes, comme Brennard, comme Evans, comme Williams. Et donc, en fait, clairement, il est assez crédible jusqu'à présent dans le fait de dire que l'inflation aujourd'hui n'est pas un problème, puisqu'en fait, le pic d'inflation qu'on voit, il est sur certains secteurs, et il n'est pas, pour l'instant, en train de s'amplifier sur l'ensemble des secteurs. Mais malgré tout, il va y avoir un changement de régime. C'est plutôt, ce n'est pas une rupture. L'inflexion est donnée. L'inflexion donnée. D'ailleurs, on la voit. Je vous entendais tout à l'heure. Vous parliez aussi de la BCE. Quand on entend Monsieur De Guindos, Monsieur Villeroy de Gallo, et puis Monsieur Lane et Hautsmann, on voit bien malgré tout qu'il y a quand même des velléités pour commencer à réduire un petit peu la voilure. Alors, ça ne prendra pas le nom de taper, mais en tout cas, on s'approche peut-être aussi de ce moment-là. C'est très étonnant, venant de la BCE qui nous avait effectivement expliqué dans sa revue stratégique qu'elle allait vraiment chercher à ancrer son travail sur le long terme. C'est assez étonnant, mais on prend acte. Deuxième point, dans le changement de régime, Michael, il y a le pic de croissance au moment où l'inflation reste encore sur des niveaux élevé. Je reprendrai par exemple le CPI, donc l'indice d'inflation globale aux États-Unis, on est à 5,3. On est bien sûr en dessous sur l'inflation sous-jacente, mais la question c'est de savoir si on n'est pas dans un policy mix qui est en train de prendre des signes de stagflation. En tout cas, c'est une question, on ne peut pas encore y répondre, mais c'est une question qui est ouverte et qui montre qu'on va peut-être vers un changement de régime. Et puis, effectivement, le troisième point, c'est plus sur le financier. Donc, clairement, on voit que la volatilité peut avoir tendance à remonter au moment où les performances auront du mal à reproduire les belles performances des trimestres passés. Donc, pour ces 3 raisons, il faut effectivement se poser des questions sur le positionnement stratégique des portefeuilles. On est neutre aujourd'hui sur les marchés actions, mais on a quand même un tilt plutôt vers le cyclique en privilégiant des régions qui vont bénéficier du cycle mondial et notamment le Japon. Voilà. Le Japon, aujourd'hui, peut tirer son épingle du jeu. Il est très décoté. Il a effectivement eu un parcours boursier qui a été relativement modeste, en sous-performance par rapport au MSCI Monde. Mais quand on regarde la capacité bénéficiaire des entreprises japonaises, elle est attendue pour 2021 à 34%, par exemple.
Tiens, idée d'investissement, le Japon. On n'en entend pas souvent parler du Japon. Intéressant. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'avoir été Grégoire. avec nous dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Mickaël Nizard, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.